Allez, on va démarrer. Hop, je lance le chronomètre. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue pour cette keynote aujourd'hui et cette présentation de 4 startups organisées par Bordeaux Angels. Un petit rappel sur Bordeaux Angels, c'est le club des investisseurs de la CCI de Bordeaux, donc une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux et du club des entrepreneurs, voilà, qui regroupe un certain nombre d'investisseurs, de business angels, qui ont l'habitude d'investir dans des sociétés, mais pas que, aussi des investisseurs à titre personnel, des patrons d'entreprises qui souhaitent investir dans des entreprises, des startups, mais pas que, des reprises d'entreprises dans le domaine de l'innovation. L'innovation au sens large, ça peut être l'innovation technologique, mais ça peut être aussi l'innovation d'usage, plutôt dans des petites entreprises. Voilà. Donc, on a démarré il y a un peu plus d'1 an. Et aujourd'hui, donc, on sélectionne avec le bureau formidable de Bordeaux Angels, qui est composé d'entrepreneurs. On sélectionne des dossiers, donc on rencontre des entreprises, on sélectionne des dossiers qu'on propose donc à ces investisseurs. Et on organise, on va dire 1 fois tous les 2 mois, une présentation de notre sélection. Et aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui, on va vous présenter donc 4 entreprises qui auront chacune 15 minutes de présentation avec des slides. Et après, il y aura 15 minutes de questions-réponses pour chacune. Donc, je vais essayer d'être le maître du temps et faire en sorte que chacun ait le même temps de parole et surtout faire en sorte que, aussi sympathique soit notre webinaire qui ne dure pas jusqu'à 19h. Et donc, en fait, ces entreprises ont démarré un process atypique, une levée de fonds atypique qu'on appelle en fait une ICO. Peut-être que ce sera d'ailleurs la norme demain. On va tenter d'y répondre aujourd'hui avec Laurent. Alors, c'est quoi une ICO? C'est comme une IPO, mais ça n'a rien à voir. Alors, pour essayer de décrypter tout ça, et je ne fais pas de jeu de mots, je vous propose de laisser la parole en fait avant les 4 fondateurs de notre startup, que sont Bobby, Nathesis, Recap et Perrank Project, qui seront peut-être diffusés dans l'ordre. Une introduction avec Laurent, qui nous fait l'honneur d'être présent avec nous aujourd'hui. Alors, Laurent, comment dois-je te présenter? Es-tu un cyber-expert ou un cyberpape de la blockchain, ou alors le cyberpunk des ICO? Je suis fan de William Gibson, donc cyberpunk, moi ça me parle. Expert de la blockchain, j'espère, c'est ce que fait Ibex. Des ICO, je pense que les choses ont vraiment évolué. Alors déjà, je remercie vraiment Bordeaux Angels et la chambre de la CCI de Gironde, parce que je crois que ce qu'on est en train de faire, c'est une première, si ce n'est bordelaise, au moins France, voire plus. Se commencer à pouvoir présenter des sociétés qui vont chercher à se financer de manière totalement différente, qui est donc le financement non dilutif par la participation en termes d'ICO. Par les ICO, c'est complètement innovant. On n'a pas encore plus en termes d'ouverture des chakras. Donc oui, on peut dire qu'on est un peu disrupteur, innovant. C'est ce qu'on essaie de faire avec Inbox, on essaie de casser les codes et on est très pragmatique. On va essayer de décrypter tout ça. Donc si je comprends bien, toi, tu aides ces entreprises à trouver du financement donc sur ces crypto-monnaies ou crypto-actifs, je ne sais pas comment on peut les définir. Oui, en fait, Ibex, depuis 3 ans, a développé une technologie je ne sais pas si on voit ce que non, mais reste comme ça, tu vois, on voit nos têtes, donc c'est le principal. Okay. Ibex, en fait, travaille à développer sa propre technologie de blockchain, bordelaise. Et depuis maintenant 1 an et demi, on a compris vraiment que le pragmatisme dans cette nouvelle technologie, qui a connu tout un tas de bad buzz, de mauvaise presse, il fallait donc revenir aux fondamentaux. Et aujourd'hui, on se définit comme des gestionnaires d'actifs digitaux de la vie réelle. C'est-à-dire que ce que l'on peut entendre parler, ce qu'on peut entendre sur les crypto-monnaies, la blockchain, ou sur toutes les ruptures technologiques qu'il y a eu, que ce soit la bulle Internet, la crise des subprimes, Madoff, etc. Il y a toujours en fait des nouvelles technologies qui arrivent, qui peuvent révolutionner un environnement, qui peuvent révolutionner tout un business, un écosystème, mais il y a toujours, on va dire, des biais, des utilisations de manière complètement mal intentionnées qui vont faire que finalement ces systèmes-là vont devenir des systèmes etc. Et c'est ce qu'on applique, on va dire, c'est ce qu'on entend parler surtout de la crypto-monnaie, de la blockchain. Et nous, en fait, c'est un petit peu en fait le Goldman Sachs bordelais des introductions des ICO. En fait, une ICO, comme on le verra, un financement participatif non dilutif,
C'est un peu une DBO, mais basée sur la tokenisation. D'accord. Et ce qui va changer réellement, c'est que la spéculation n'est pas, ce n'est pas basé sur rien. On se base sur des actifs de la vie réelle, donc chiffre d'affaires, marge, des vrais KPIs. Ok. Tu peux nous donner du coup un exemple d'ICO, donc de source de financement alternatif que tu as déjà opéré et que tu considères être comme un succès ou une marque de fabrique de votre savoir-faire? Alors, juste avant, si tu veux bien, je vais juste réexpliquer comment fonctionne. C'est pas une mauvaise idée. Voilà. Vas-y. Parce que je ne pensais pas que c'était dans cet ordre-là. En fait. Oui, moi non plus. J'aime bien surprendre mon auditoire. Alors, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que jusqu'à il y a, on va dire, quelques mois, ce qu'on appelle les ICO, donc nous, on préfère appeler financement participatif non dilutif, c'était un appel à la candidature pour un financement participatif et les gens achètent ce qu'on appelle les jetons, les tokens, soit des crypto-monnaies. On n'aime pas trop. Voilà. Lorsque j'achète ces tokens, ces produits ils vont être valorisés et valorisés d'une manière complètement, des fois, délirante. Un bitcoin qui vaut 15 000, 20 000, 60 000 $, ok, mais c'est bien. Et si je veux retirer l'argent, est-ce qu'il existe? Et puis si je multiplie par le nombre de holders, est-ce que vraiment il y a tout cet argent? Donc en fait, il y a tout un écosystème qui est un petit peu nébuleux et complexe et qui en plus est vraiment terne et pas très très sain. Nous, chez Ibex, ça fait 25 ans qu'on est entrepreneur dans le digital. On a eu plusieurs aventures, plusieurs réussites, plusieurs échecs. En tout cas, on est des entrepreneurs du digital qui essayons de faire les choses de manière assez carrée. On s'est dit la chose suivante, finalement, si je fais un appel à participation pour financer un projet, aujourd'hui, je fais quoi? Je vais faire de l'equity, faire rentrer des investisseurs qui vont prendre des parts de mon capital, très bien, une valorisation calculée, très bien, et ensuite, je vais mettre en place, on va dire, tout le projet. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de financer? Donc, il y a le financement participatif classique. Et si on l'associe aujourd'hui, par exemple, le crowdfunding, tout à fait. Là, je mets de l'argent dans un pot commun, si j'atteins ce pot commun à un certain maximum, j'aurai le droit en retour à des vouchers, à des avantages ou autres. Le financement participatif non dilutif tel que nous on le voit, tel qu'on l'a opéré et qu'on l'opère, en fait, on permet à un écosystème qui va être séduit par un projet de pouvoir investir dans le futur chiffre d'affaires. Et si tout se passe bien, parce qu'évidemment c'est un investissement comme on fait dans les boîtes, si tout se passe bien, la société dans laquelle j'ai investi, donc à qui j'ai acheté des jetons contre du futur chiffre d'affaires, cette société-là, lorsqu'elle va réaliser son chiffre d'affaires, elle se sera engagée à me racheter, si je le souhaite, mes jetons par le fruit du chiffre d'affaires pour lequel je l'ai aidé le chiffre d'affaires que j'ai aidé à réaliser. Donc, en quelque sorte, moi, j'ai une entreprise, plutôt que de vendre des parts sociales, je vais vendre un potentiel ou une part de mon chiffre d'affaires à travers, en fait, à ces investisseurs. Chiffre d'affaires futur. Chiffre d'affaires futur. C'est-à-dire que je cherche 1 million d'euros, je récupère 1 million d'euros et ensuite, dans X mois, je vais commencer à pouvoir racheter les jetons qui ont été initialement achetés par les investisseurs. Ce qui est intéressant, c'est que le prix va évoluer, puisqu'il y a une offre, donc c'est l'offre de vente. Moi, je suis acheteur et on pourra détailler de manière plus précise, mais une partie des jetons que je vais acheter, je vais les détruire pour en fait raréfier le stock de jetons qui sont émis, afin de pouvoir en fait, faire jouer sur la valeur. Ce qui est important, c'est que le paradigme est complètement changé, puisque généralement, quand on investit dans une société, la plupart des personnes ici présentes sont soit des business angels, des fonds ou des investisseurs. Quand vous investissez dans une société, on va dire que les éléments qui sont importants, c'est la valorisation, évidemment, les éléments du pacte associé. On casse tous les codes avec le financement participatif non dilutif, puisque pour les investisseurs, en fait, le token, le jeton, n'est pas une part, donc il n'y a pas de lien lié il n'y a pas de dilution pour le porteur de projet. Et surtout, le jeton est totalement liquide, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, qui va être décrit dans la notice d'investissement, pardon, à partir d'un certain moment, je vais pouvoir être libre de revendre toute une partie de mes jetons. Si je revends donc, ces jetons… Et approximativement, ce temps de revente, c'est quoi? 12 mois, 24 mois, 36? Ça va dépendre du projet. C'est totalement libre. Il peut y avoir des jetons aussi à court terme, il peut y avoir des jetons long terme. Là, on parlera justement des long terme. Donc, ce qui est important, c'est que non dilutif pour le projet et donc liquide, c'est-à-dire que le détenteur de ces jetons est complètement libre de pouvoir les vendre à tout moment, soit de se les faire acheter par l'investisseur, par l'émetteur, par la société, soit par le grand public. D'accord. OK.
Du coup, je reviens à ma question sur ce mode de financement. Qu'est-ce que tu as pu entreprendre, j'imagine pas dans le passé, parce que c'est récent. Est-ce que tu pourrais nous parler d'entreprises qui ont eu un beau succès, en tout cas qui ont fait une ICO qui a bien marché, et si possible, grâce à ta gouvernance? On va dire que le projet qui a initialement, nous a donné l'idée d'industrialiser ce process pour proposer des financements participatifs, ont été initiés par le projet de Civic Power, où je vais appeler Christophe, s'il le veut bien, s'il a quelques éléments concrets par rapport. Donc, Christophe, qui est le co-initiateur, co-fondateur de Civic Power. Donc, nous avons opéré l'ICO en 2021 et qui a donc récolté 3 700 000 € en quelques semaines. 3 700 000 €. D'accord. Mais alors, juste pour comprendre, tu récoltes 3 700 000 € tout de suite ou d'abord en crypto-actif et il faut le transformer après? Explique-nous comment ça se passe. Peut-être, vas-y Christophe, sur le projet Civic Power en particulier. Dans le cas du Power, c'était moitié en euros, moitié en crypto. D'accord. Parce que tout ce qu'on vient de décrire là, ce n'est pas du tout ce qui se fait en crypto pure. Et donc, nous, on a embarqué la moitié des… Il y a eu 4000 investisseurs. 4000, d'accord. Ouais. Et sur les 4000, la moitié, c'était leur première crypto, le Power. Sachant que le Power, s'appuyant sur le chiffre d'affaires de Votlab, qui est une boîte qui est basée ici à Bordeaux, ça n'intéresse pas la majorité des cryptos maximalistes. Voilà. Celui qui achète du Bitcoin et qui voit le monde qu'au travers de Bitcoin, il n'investira jamais dans une entreprise. Il n'attend pas de sous-jacent. Il n'y a pas de sous-jacent au Bitcoin. Il n'y en aura jamais. Il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de ces notions-là, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un an, quand on a lancé Civic Power, déjà, on a 20 ans de plus que la moyenne des gens de la crypto. On était un peu les papis du truc, qui arrivions avec une vague idée d'un vieux truc qui était, tiens, on va faire une boîte. Déjà, en crypto, on parle de projet. C'est jamais des boîtes, en fait, c'est des projets. Quand vous regardez où est située la boîte du top 100 des cryptos, c'est toujours dans des pays ensoleillés du bout du monde. C'est toujours un endroit un peu paradisiaque. Quand il y a une boîte. Pour les impôts, tu veux dire. Enfin. Ouais, des fois, il n'y a rien, Bitcoin. Des fois, il y a des assos. Ethereum, c'est une association. Des fois, il y a des boîtes dans des pays improbables. Et donc, nous, on est arrivé en disant, tiens, on va prendre une vraie boîte avec des vrais salariés, des vrais investissements, une plateforme et des vrais clients. La mairie de Bègle, la mairie de Bruges. En France, Bruges, en plus. Mais le Bruges français. Donc, ouais, nous, on est arrivé avec un truc un peu même très atypique. Hein. C'est pas les cryptos qui ont craché sur FTX. Hein. Ce qu'on fait, nous, ça n'a rien à voir. Et donc là, les boîtes d'aujourd'hui, ça va être la même chose. On va vous présenter des vraies boîtes avec des vrais gens, du vrai chiffre d'affaires qui sert à rendre de la valeur à celui qui achète la crypto. Okay. Donc oui, on a reçu des vrais euros et on a reçu des vrais Ethereum qu'on a très vite transformés en euros. D'accord. Okay. Nous, on n'a pas voulu spéculer sur. Ok. Et qui sont ces investisseurs alors? C'est des gens comme nous, en chair et en os, ou des hackers russes qui se payent en Bitcoin? Alors très vite. J'ai rien contre les Russes, hein, mais bon voilà. Alors nous, on a une démarche très française en fait. On ne croyait pas à notre propre succès. On ne pensait pas que ça allait marcher. Et donc, quand en janvier, février, on a commencé à parler de cette année, on a commencé à parler de Civic Power, on n'était pas préparé à ce qui s'est passé. Et donc, il y a un déluge d'argent qui est tombé du ciel. Après 3 pitchs et 2 slides, si vous regardez le white paper du Civic Power, c'est un truc… oui, la notice d'investissement, c'est un truc que j'ai écrit un week-end tout seul chez moi. Et donc, il a fallu se dire, mais est-ce que j'ai le droit d'encaisser cet argent? D'abord, est-ce que j'ai le droit de faire ce que je suis en train de faire finalement? Alors, vous allez me dire, j'aurais dû m'en renseigner avant. C'est un problème de riche. Je ne sais pas si c'est de riche, mais en tout cas, il y a des gens qui sont arrivés comme ça avec de l'argent. Donc, on a refusé une vingtaine de trucs qu'on trouvait bizarres. On a dit non, on a renvoyé la crypto, sans crypto. Et on a refusé un peu d'euros aussi, de trucs qu'on trouvait bizarres. Et donc, on s'est paluché, je me suis paluché un par un, les passeports, j'ai vérifié les trucs en bas. C'est là où on s'est dit avec Laurent, mais sinon on a le problème pour le power, bah, d'autres gens auront le problème. Ainsi est né Ibex, de dire, tiens, il faut vérifier l'argent.
Ok, très bien. Et justement, tu parlais, parce qu'une partie de l'argent levé était transformé en Ethereum. Est-ce que, du coup, si toi, tu l'as transformé en euros, moi, du coup, je me pose une question en tant qu'investisseur légitime. Je sais risquer mes investissements dans une entreprise et assumer le risque que cette entreprise ne réussisse pas. Ça fait partie de mon métier. Mais est-ce qu'en plus, en investissant dans les ICO, je prends le risque de la spéculation, des cracks systémiques liés aux sous-jacents que sont les crypto-monnaies ou pas? Est-ce que c'est un risque supplémentaire? Il y a toujours un risque qu'une société collapse. Alors, moi, j'ai accompagné 120 startups ces 4 dernières années. On sait que le taux d'échec des startups en France est 94%. Dans le capital risque, elle risque. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on en est arrivé en fait, à ce choix, on va dire, stratégique d'accompagnement des projets, c'est justement parce qu'on enlève une grosse partie qui est liée aux sous-jacents qui n'existent pas. Ce qu'on essaye de faire transpirer dans des explications simples de choses compliquées, c'est que des fois on peut se prendre les pieds dans le tapis. Généralement, comme je disais, en fait, une société qui va se faire financer par des investisseurs qui vont croire en elle, donc ces investisseurs misent sur le cheval, c'est-à-dire est-ce que ça va être le bon produit, le bon time to market, ça peut être des sociétés existantes qui ont besoin de développer une nouvelle branche de leur activité, sur cas d'investissement possible. Si je mise sur le bon cheval et si cette société réussit, pour moi, c'est parce que plus sain de passer par ce modèle de financement que par un modèle de financement classique, tel que les financements en equity. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les notices d'investissement, la société qui prend mon argent et qui va l'utiliser pour se développer, déjà c'est sain. On laisse, on va dire, l'entrepreneur gérer son projet parce qu'on lui fait confiance. En fait, l'entrepreneur va s'engager à prendre une vraie partie fixe notée, certifiée blockchain. On n'oublie pas que la blockchain, on dit quelque chose dedans, c'est mort, on ne peut plus supprimer. Et par exemple, je vais dire, moi, je m'engage dans 36 mois à prendre 20% de mon chiffre d'affaires et à l'utiliser pour vous racheter ce que vous m'avez investi, voire même à vous donner plus. Ça, c'est un engagement qu'on n'a pas dans l'equity. Et ça permet de pouvoir donner une liberté d'action monumentale, de pouvoir, plutôt que de trouver 100 investisseurs, d'en trouver peut-être 1000, 4000, 4 millions en 3 semaines, pas de dilution, et un rachat petit à petit du chiffre d'affaires qui a été avancé. Pour moi, le système est ultra sain. Ok. Dernière question, parce que je vois le temps qui tourne. Avant-dernière question. Est-ce que, du coup, quel type d'entreprise, moi, je suis patron d'une start-up, qu'est-ce que je dois faire comme chiffre d'affaires minimum? Qu'est-ce que je dois avoir comme fonds propres? Nombre de salariés, taux de croissance, ça s'adresse à qui en fait? C'est là où justement on casse les codes. Nous, chez Ibex, ce qu'on va faire en amont, on va faire ce qu'on un petit peu une sorte de due diligence. C'est-à-dire qu'on va essayer de voir est-ce que l'équipe est légitime, est-ce que le produit existe, est-ce que du chiffre d'affaires est déjà existant, est-ce qu'il y a un marché important, enfin, qualifier, faire les différents audits de la potentialité du succès du projet. Mais ensuite, les KPIs classiques ne sont plus du tout applicables parce qu'on n'a pas du tout le même type d'investisseur. D'accord, c'est beaucoup plus. On se base vraiment sur de l'efficience du projet. Et quels sont les types de sociétés? En fait, on va en découvrir 4. Mais avant, chez Ibex, je vais liker, mais on a quasiment une vingtaine d'ICO/financement participatif sur les 12 prochains mois qui sont programmés. Donc là, vous voyez les 4 premières. C'est une première, encore une fois, encore le tâtonnement de certains termes, mais on va avoir des ONG, on va avoir des associations à but non lucratif, on va avoir des grands comptes qui essaient de développer une idée en interne, on va avoir énormément de startups. Mais là, ce que l'on voit avec un petit peu un an dans l'expérience, c'est qu'on va essayer de voir la rapidité potentielle à faire du chiffre comme vraiment marqueur s'il n'y a pas déjà de chiffre d'affaires. Voilà, on est plus sur de l'accélération sur l'amorçage, on va dire, à part si le projet a un effet waouh évident qui fait qu'il n'y a pas de débat. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on peut toucher tout le monde. Tout type de financement, finalement, peut passer pour ce mode de financement. D'accord. Et ça considérait aussi que, un petit peu comme le financement participatif style crowdfunding, si la société a plein de followers sur Instagram, ça peut aider aussi pour ce type d'opération, la communauté. Ça fait partie, on va dire, des critères de sélection. Ouais. D'accord. Chiffre d'affaires, communauté, c'est évident. C'est encore dans une remarque. Vas-y. Tu as fait une remarque très défensive en tant qu'investisseur à dire est-ce que je ne prends pas plus de risques Tout à fait.
avec, alors nous, on ne dirait pas crypto, on dirait token ou jeton. Ouais, les actifs digitaux. Nous, on ne se considère pas trop crypto. Tu vois, une crypto, c'est un truc avec une tête de chien sur un truc et qui ne sert à rien. En fait. Pour moi, c'est ça la clé. J'exagère à peine. À l'inverse, moi, j'ai déjà été BA dans des boîtes qui étaient géniales et qui n'étaient pas liquides, en fait. Quand j'avais besoin de cash, je ne pouvais rien en faire. Non. Là, tu peux. Que là, c'est les tokens. Okay. Tu peux vendre pour 1 000 € d'une boîte à quelqu'un qui est prêt à l'acheter. C'est comme si on mettait sur Euronext toutes ces boîtes, à un coût bien inférieur qu'Euronext, en réalité. Et donc, tu vois, le côté bénéfique pour un investisseur, c'est que c'est liquide ou quasi liquide, en fait. Il suffit qu'il y ait un acheteur, et même de gré à gré. On a même développé un système de gré à gré. Si tu veux m'acheter mes 1000 tokens Power, on décide du prix ensemble et on échange, en fait. D'accord. Alors que tu vois, imagine, tu es investisseur dans une SARL, le gérant, il ne veut pas, ça ne bouge pas. Tu es dans une boîte qui a levé des fonds avec des VC, tu as un pack d'actionnaires que tu ne comprends pas, c'est en anglais, ça fait 102 pages, tu es bloqué à vie. Enfin, bref, la moyenne, c'est 7 ans dans une startup qui survit, pour un business angel, 7 ans. Et 10 ans souvent. Là, non, c'est 10 minutes si tu veux. Dès que tu as acheté, tu peux revendre. Ouais, ben merci pour cette précision. Tout au parti. Parce que ça, c'est un point quand même. À quelqu'un d'autre. Jusqu'à ce que la boîte te l'achète avec son chiffre d'affaires si elle en fait. Et que tu es vendeur. C'est ça l'élément clé de ce que l'on fait. L'énorme avantage pour les investisseurs, c'est la liquidité. Si je peux rajouter un petit point, parce que je pense que sinon on va avoir un trou dans la raquette par rapport aux 4 projets, c'est d'indiquer en fait ce qu'on avait des. On avait des Et oui, on avait plein de 16, c'est pour ça que je suis un peu. Ouais, mais sur vivant. Je suis d'accord. Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que voilà, aujourd'hui, ça, ce sont les critères, par exemple, de sélection. On pourra mettre à disposition ces slides non dilutifs, liquides, pas de pacte d'associés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ces 4 boîtes là que vous voyez, pourquoi j'ai mis ça en rouge, on dirait presque que c'est la Foire internationale de Bordeaux, c'est qu'en fait, ce qu'on fait ici, c'est une réelle première. Il n'y a pas de boîte qui officiellement a fait un coming out ici. Et cet appel à participation sur ces 4 projets, vous le verrez dans les notices d'investissement light et complète qu'il y a sur les différents sites, qui permettent de pouvoir accéder donc à acheter des jetons sur les projets qui nous intéressent, vous et puis votre communauté. Et en fait, aujourd'hui, acte la date de lancement, de l'ouverture de ces écritures de jetons longs qui sont les premiers de leur catégorie, qui seront avec des termes que vous allez découvrir pour chacune des sociétés, mais par contre, qui sont dans une durée d'un stock limité. C'est-à-dire que la blockchain, c'est ça qui est génial aussi. On parlait tout à l'heure de confiance. C'est que si je dis qu'il y a 1 million de jetons de tel type, il n'y en aura pas un de plus émis par la suite. Donc là, ces sociétés proposent ces jetons-là. Et ce qui est intéressant, c'est la modalité de buyback qui est suivie par un rachat permanent qui est associé à ce type de jetons. Mais on pourra en parler de manière plus en détail a posteriori. Ok, juste avant, et je m'autorise de dépasser le temps, je suis désolé, mais c'est tellement passionnant. Avant de passer la main à la première start-up qui fait son ICO et qui va pitcher, je propose une question. Voilà, si à l'Assemblée, à Laurent et à Christophe, si vous voulez, et ils essaieront de répondre très vite. Vas-y. Bonjour. Bonjour. Une question vis-à-vis des actionnaires déjà présents dans l'entreprise. Très bonne question. Est-ce que d'une certaine manière, pour eux, est-ce que ce n'est pas un amortissement de la valeur future avec ce rachat prévu de l'ICO? Et je me suis dit, moi j'y vais pour une valeur totale, c'est du cash qui part de la boîte, donc je n'ai pas du tout envie de les voir, même si j'entends bien tous les avantages extérieurs pour les nouveaux. Aujourd'hui, c'est nouveau, encore une fois, ce mode de financement. Donc, le peu d'expérience qu'on a, qui est quand même plutôt beaucoup de retours en fait, de structures d'investisseurs, c'est que si demain, il y a une société dans laquelle vous êtes investisseur qui, par un biais d'un financement, arrive à avoir des millions d'euros de cash nouveau sur le compte en banque sans la moindre dilution, avec un plan vraiment précis, soit de remboursement, pas forcément que de remboursement, parce qu'il y a tout un tas d'autres de seconds scénarios qu'on ne peut pas vous expliquer là, sinon ce serait trop long. Mais ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que c'est de mieux en mieux vu par les investisseurs. New cash, pas de dilution, valorisation de la société, valorisation du service. Ce n'est pas un emprunt bancaire. C'est pas une dette. Il y a une priorité, il y a une obligation. Non. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, vous ne rachetez pas. C'est ça. La boîte n'est pas en péril. Si vous dites, je consacre 20% de mon CA pour acheter mes tokens, mais que Covid-12, problème stratégique, il n'y a pas de CA. 20% de zéro, c'est zéro. Donc, en fait, vous ne mettez pas en péril la structure de la boîte. Ce qui est important, c'est justement de bien planifier, de prévoir ce type de… Non, oui.
pour répondre franchement, un investisseur qui est déjà là peut dire non, j'en veux pas, c'est une fuite de valeur. Bien sûr. Oui. Il peut aussi dire je vais participer. Et donc j'ai de l'equity, ça c'est du 7 à 10 ans, hein, c'est du long terme. Et je prends des jetons. Et moi je vous parie que dans 5 ans, il y aura un mix. La plupart des investisseurs en capital, au lieu de mettre du compte courant, plus ou moins convertible en je sais pas quoi, là, à chaque fois on signe des ORA, des bridges, des machins comme ça, vous voyez le truc, bah, ce sera des jetons Il y a de qui plus sont en- liquides et listés et que quelqu'un d'autre pourra racheter. il y a de plus en plus de fonds qui font des participations en hybride. Hein, regardez sur le net, investisseurs VC, fonds hybrides techno, enfin, tech token, Ça viendra. equity, ça arrive. Merci. Ok, merci Laurent, merci Christophe. C'est bon. Juste une petite question, si on a envie d'investir, si on a des questions, si j'ai une boîte, je suis intéressé, on peut prendre contact avec toi? Bien sûr, vous pouvez venir sur notre site, nous contacter, parler. Il y a également des mini-sites qui ont été lancés hier, hier soir. Ce matin. Ce matin, ouais, en tout cas dans la nuit, sur les 4 projets. Oui, donc voilà, vous nous trouverez facilement sur les réseaux sociaux et bien sûr, venez. Ok, super. Merci à vous deux. Merci à vous. Merci.